On ne pourra pas aborder toutes les hypothèses et toutes les théories qui existent. Celle que tu as abordée est vraiment très importante et très nouvelle aussi. Ces notions d'oscillation ont un impact et une implication très directe avec ce qui va être dit cet après-midi en particulier en termes de l'utilisation du rythme à l'intérieur de l'utilisation de la musique, l'importance qu'occupe le rythme dans tout ça. Moi, je vais aborder la chose de façon donc complémentaire sur deux points. D'une part, sur la dyslexie, qui est plus mon domaine, hein, et d'autre part, sur l'imagerie cérébrale, parce qu'il là aussi, comme vous le savez certainement, il y a beaucoup de nouvelles données sur ce que la musique fait sur le cerveau et comment le cerveau se modifie sous l'influence de la musique. Alors, j'ai trois idées rapidement à faire passer. D'une part, qu'au point de vue de la dyslexie, on est en train de changer de façon assez radicale notre compréhension de pourquoi un enfant est dyslexique, pourquoi il n'arrive pas à apprendre à lire. On passe d'un problème phonologique, c'est-à-dire que ce soit les sons, vers de nouvelles alternatives, dont une que je vais vous détailler un peu plus. Du côté musical, du côté de l'effet de la musique sur le cerveau, il y a une donnée qui est de plus en plus importante, qui a été prouvée largement ces dernières années par l'imagerie cérébrale, c'est que le cerveau du musicien est mieux connecté. Vous allez voir que ça peut être une analogie avec cette notion d'oscillation. Connectivité, oscillation, ça va certainement ensemble. Alors, les études d'imagerie chez le musicien nous montrent ça, et on va comprendre comment agit chez l'enfant en particulier, grâce à la plasticité cérébrale, la musique sur ces connexions entre différentes parties du cerveau. Et on va déboucher sur l'idée de l'utilisation de la musique comme thérapeutique, non pas ce qu'on appelle la musicothérapie, qui est, comme vous le savez, un très vaste domaine, qui est surtout basé sur, on va dire, sur le bien-être procuré par la musique, mais là, la musique en tant qu'outil thérapeutique capable de modifier les connexions à l'intérieur du cerveau. C'est un peu sur ça qu'on va détailler. Alors, sur la dyslexie, l'idée classique, c'est celle qui est représentée ici. Ça fait 20 ans à peu près que la majorité des chercheurs convergent sur cette idée que la raison pour laquelle les enfants dyslexiques n'arrivent pas à apprendre à lire, c'est à cause d'un défaut constitutionnel de leur cerveau, et tout particulièrement de leurs aires du langage. C'est un problème linguistique. Et on va voir qu'on est en train de s'éloigner de cette idée de cause linguistique exclusive de la dyslexie. En particulier, un des grands défenseurs en France de cette idée-là, c'est Franck Ramus, qui est un chercheur parisien, qui est le grand spécialiste de la dyslexie phonologique, c'est-à-dire de l'idée que si on n'arrive pas à apprendre à lire, c'est parce qu'on n'a pas l'outil sonore et de décodage des sons de la parole qui se situent dans nos aires de l'hémisphère gauche du langage. Et quand on fait des IRM à des enfants dyslexiques, effectivement, on s'aperçoit qu'ils n'arrivent pas à activer les zones de la phonologie dans l'hémisphère gauche de leur cerveau. Et en particulier, une zone qui est l'aire de Broca, qui est ici. Quand on demande par exemple à un enfant de dire si deux lettres riment, deux lettres qu'il voit sur un écran riment ou pas, D et B ça rime, G et H ça rime pas, il active fortement ce système-là. Un dyslexique, lui, n'arrive pas à l'activer. Et donc, on pense que c'est cette non-activation de son système phonologique qui est responsable de sa dyslexie. Sauf qu'une explication phonologique est actuellement considérée comme plus tout à fait suffisante pour expliquer la dyslexie. En outre, et peut-être surtout, elle n'arrive pas à rendre compte de ce que l'on observe chez nos enfants dyslexiques, c'est-à-dire la notion de comorbidité. C'est-à-dire qu'un enfant dyslexique, c'est jamais seulement la lecture qui lui pose problème. Il y a souvent des problèmes de calcul, des problèmes d'attention, des problèmes de coordination motrice, etc. C'est ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire l'association de plusieurs problématiques. Une explication purement phonologique n'arrive pas à en rendre compte vraiment. Okay. Donc, il faut examiner d'autres pistes, et une de ces autres pistes, celle que je vous présente ici, a été proposée par des chercheurs hollandais qui ont montré qu'une des raisons qui font qu'un dyslexique n'arrive pas à apprendre à lire n'a trait ni à sa perception auditive des sons, ni à sa perception visuelle des lettres, mais s'il n'arrive pas à mettre ensemble les lettres et les sons, c'est parce qu'il lui manque une intégration, une fonction intégrative dans son cerveau qui permette d'intégrer des lettres visuellement vues de façon intacte avec des sons entendus de façon intacte. Ce serait l'intégration entre les deux qui serait déficitaire.
Et là, il y a beaucoup de données qui vont dans ce sens. Je vous en mets une ici. C'est une étude finlandaise qui a demandé à des enfants dyslexiques d'apprendre la correspondance entre des petits traits sur un écran, vous voyez, des petits traits de 2 hauteurs, correspondant à 2 hauteurs de son. Alors, c'est ni des lettres, ni des phonèmes, c'est des traits qui représentent comme des notes, mais seulement très simplifiées, et une petite mélodie, et ils apprennent à faire le lien entre tout ça. Des enfants de 8 à 10 ans non dyslexiques apprennent à faire ça très aisément. Des dyslexiques sont incapables de faire ça. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de lecture, il ne s'agit pas de phonologie, il ne s'agit pas de langage, et pourtant, ça les caractérise. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que cette difficulté à faire cette association entre le visuel et l'auditif, elle est proportionnelle à leur difficulté de lecture. Donc probablement avec un lien. Une autre approche, c'est celle de l'imagerie cérébrale. On a maintenant des moyens de voir toutes ces connexions à l'intérieur du cerveau par une manière de faire de l'IRM qui s'appelle l'IRM de diffusion. Et vous voyez, ça montre avec une grande précision toutes les fibres comme des câbles à l'intérieur de notre cerveau qui unissent les différentes régions corticales entre elles. Alors il y a des câbles qui sont entre les 2 hémisphères, hein, c'est ce qu'on appelle le corps calleux, et puis il y a des câbles, surtout, qui sont à l'intérieur d'un hémisphère, entre les parties postérieures, sensorielles, visuelles et auditives, et les parties antérieures, motrices. Et ce sont celles-là qui ont été considérées, qui ont été vues comme le plus anormalement constituées chez les enfants dyslexiques. Par exemple, un travail de la même équipe hollandaise a montré que ce qui différencie le plus un cerveau de dyslexique par rapport à un non dyslexique, ce sont 2 faisceaux, l'un qui est en vert, là, qui est corrélé à la performance en orthographe, et l'autre qui est en bleu, qu'on appelle le faisceau arqué, et qui a un rôle tout particulier, on va le voir, parce que chez les musiciens, il a été aussi le focus d'études très intéressantes. Donc chez les dyslexiques, les 2 faisceaux, le faisceau arqué et ce faisceau fronto-occipital, sont mal organisés, et cette mauvaise organisation est proportionnelle au degré de dyslexie ou de dysorthographie. Ce qui a été montré également de façon intéressante, c'est que au-delà de cette difficulté à faire converser les zones visuelles et les zones auditives, il y a dans le cerveau du dyslexique une difficulté à faire converser les zones frontales motrices avec les zones sensorielles de la partie postérieure du cerveau. Donc vous voyez, c'est 2 types de conversations qui sont complémentaires, l'une entre les systèmes sensoriels, auditifs, visuels, et une entre le système moteur et le système sensoriel, visuel et auditif. Donc là, un travail a montré que ce qui faisait défaut chez les dyslexiques, c'est la façon dont l'aire de Broca, qui est une sorte de processeur phonologique, est capable d'aller chercher les phonèmes là où ils se situent dans les zones auditives. C'est-à-dire que c'est un défaut d'accès du processeur phonologique à la représentation intacte des phonèmes. Pendant longtemps, on a pensé que la dyslexie, c'était un problème d'altération de la capacité, de la qualité des phonèmes. Maintenant, on sait qu'ils sont intacts, mais ils ne sont pas assez accessibles, en quelque sorte. Et cette accessibilité, elle se fait par un faisceau, qui est ce fameux faisceau arqué, qui relie l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Vous voyez, un faisceau arqué qui procure à l'aire de Broca l'accès aux représentations phonémiques. Alors ce faisceau arqué, il a fait l'objet de beaucoup de travaux chez les enfants dyslexiques. En particulier, on s'est demandé, c'est logique, est-ce que ça ne serait pas simplement parce que l'enfant est dyslexique, donc il a peu d'expérience de la lecture, qu'il ne développe pas cette structure dans son cerveau ou qu'il la développe mal. En fait, non, parce qu'on s'est aperçu que même avant l'apprentissage de la lecture, les enfants qui allaient devenir dyslexiques, ils ont un faisceau arqué qui est moins développé. Donc c'est quelque chose qui est préexistant à l'apprentissage de la lecture, donc probablement constitutionnel. Donc, en résumé de cette première partie, le cerveau du dyslexique peine à réaliser l'intégration auditivo-visuelle au-delà d'une seule difficulté à traiter les sons d'un côté ou les lettres de l'autre côté. Le cerveau du dyslexique peine à mettre en relation le processeur phonologique dans le cortex prémoteur de l'aire de Broca avec la représentation auditive et visuelle du phonème. Ces 2 défauts sont attribuables à une organisation déficiente des faisceaux de connectivité cortico-corticale, et ce défaut est probablement constitutionnel, puisque présent avant même tout contact de l'enfant avec la lecture. Venons-en maintenant à la musique. Alors, comme
l'a dit Daniele tout à l'heure, la musique et le langage ont des analogies qui sont troublantes et qui ont fait que pendant très longtemps, on a considéré que tout ce qui pouvait se passer au niveau linguistique sous l'effet de la musique était lié à cette analogie entre la musique en tant que langage sonore fait d'éléments successifs et le langage de la parole lui-même fait d'éléments sonores successifs. Pas que sonores, parce que les deux peuvent être écrits aussi, vous le savez. En fait, lorsqu'on regarde de plus près, les parties du cerveau qui se modifient sous l'effet de la musique sont certes, pour certaines, communes avec les aires du langage, mais pas seulement. Et en particulier, comme l'a dit Daniele, pendant longtemps on a considéré que c'était l'hémisphère droit qui traitait la musique. Maintenant on s'aperçoit que l'hémisphère gauche joue aussi, mais que finalement ce sont des aires et plutôt des connexions de ces différentes aires qui seraient la cible de l'effet de la musique. Alors parmi ces aires, il y a également le faisceau arqué que je vous ai cité pour la dyslexie. Il y a le corps calleux qui se modifie sous l'effet de la musique. Et le faisceau arqué qui semble de façon très très importante et rapide se modifier sous l'effet de l'apprentissage musical. Ici on a comparé la taille de ce faisceau, hein, donc je vous rappelle c'est des câbles des câbles électriques hein, qui unissent des zones actives dans les parties différentes du cerveau. Ce câble il n'a pas d'action en lui-même, mais pourtant il est la cible principale de l'effet de la musique. Jusqu'à 1,5 fois plus développé chez les musiciens que chez les non-musiciens. Et également, si on prend des enfants avant et après l'apprentissage d'un instrument de musique, ici à gauche, un temps T0 et à droite 2 ans après, en bas chez un enfant qui a fait de la musique pendant ces 2 ans, et en haut chez un enfant qui n'a pas fait d'apprentissage pendant ces mêmes 2 ans, on s'aperçoit que le faisceau arqué s'est développé de façon massive dans cet espace de 2 ans d'apprentissage musical. Qui plus est, au-delà de ces connexions entre le visuel, l'auditif et le moteur, on a pu montrer que le musicien a réorganisé l'ensemble de cette connectivité intracérébrale, en particulier probablement sous l'effet du lien répété qu'ont les musiciens professionnels et amateurs, pour peu qu'ils sachent lire la musique, entre la lecture musicale, l'audition de la musique et la pratique de l'instrument. Et vous voyez, à gauche des musiciens et à droite des non-musiciens, quand on mesure par des techniques que je ne vous détaillerai pas l'ensemble de la connectivité à l'intérieur de leur cerveau, on voit à l'œil nu que c'est très différent entre les deux. Un élément qui a montré de façon très claire que ce qui va faire changer le cerveau dans la musique, par la musique, ce n'est pas tellement écouter de la musique, ce n'est pas l'imbibition sonore qui compte, mais bel et bien le fait d'être actif vis-à-vis de la musique, et donc d'avoir une activité motrice contemporaine de ce que l'on entend. Okay. Par exemple, ici, un travail très élégant qui a comparé l'activité du cortex auditif avant et après un apprentissage chez des personnes non musiciennes d'une petite mélodie au piano. Personnes qui ne savaient pas du tout faire de piano, on leur apprend pendant quelques semaines à jouer une petite mélodie, et après on leur fait écouter 2 mélodies, la même que celle qu'ils ont apprise et une autre. Et on s'aperçoit que leur cortex auditif est beaucoup plus sensible à la mélodie qu'ils ont apprise. Jusque-là, rien de bien particulier. Sauf que, c'est ça toute la pertinence de ce travail, ils ont comparé ce groupe-là, de personnes naïves, non musiciennes, qui ont appris à jouer une petite mélodie, à un ensemble de personnes comparables qui avaient assisté à toutes les séances sans jouer eux-mêmes. Donc ils avaient vu la même chose, entendu la même chose, mais la seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas joué. Eh bien, leur cortex auditif, à ces derniers, ne s'est pas du tout modifié entre avant et après les séances. C'est-à-dire que ce qui est pertinent dans la modification de leur perception de la musique, ça a été le fait d'avoir eu une action motrice contemporaine de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient. Une autre équipe ici en Angleterre, tout récemment, a montré quelque chose d'assez convaincant, à savoir que ce fameux faisceau arqué est capable en quelques semaines de se modifier si et seulement si on fait une combinaison, un apprentissage qui est une combinaison
d'un stimulus visuel. Ici, c'était un écran avec des points qui descendaient le long de l'écran. Un stimulus sonore. Il fallait appuyer lorsque le point atteignait en même temps que le son, un certain niveau, et une réponse motrice. Okay. Et le fait d'avoir cette triple stimulation simultanée va modifier en quelques semaines la taille et la forme du faisceau arqué, celui-là même qui est beaucoup plus développé chez les musiciens qui ont 10 ou 20 ans de musique. Donc ça veut dire qu'en quelques semaines, cette simple triple activité visuelle, auditive et motrice est capable de changer le cerveau dans le même sens que ce qu'on observe chez des musiciens professionnels. Voilà donc ce qui a été modifié après ces quelques semaines d'exercice. Alors, je vais vous montrer juste, si je peux, j'espère que ça va marcher ici, un exemple de ce qui se fait dans une de nos classes dont on vous parlera ce soir. 2, 3, 4, et qui est une de la base de ce que l'on propose de faire dans le programme Mélodis. C'est-à-dire avoir systématiquement un geste moteur, une entrée auditive et une entrée visuelle également, sous la forme de n'importe quelle représentation des notes. Ici, le prof de musique de l'école Sacré-Cœur avec laquelle on travaille a choisi de mettre des notes classiques d'une portée normale, mais on pourrait tout aussi bien mettre des petits traits ou mettre d'autres symboles, mais il faut qu'ils soient visuels. Il faut qu'il y ait une entrée visuelle pour que ça fonctionne. Un autre aspect qui est issu de la recherche récente dans le domaine et qui est un peu au-delà de la musique, c'est celui de la danse. Là, on va rejoindre le rythme et la motricité avec des travaux qui nous montrent en IRM que les connexions à l'intérieur du cerveau sont également modifiées après quelques années d'exercice de danse, en particulier ici chez les danseurs professionnels. Mais ces modifications, elles sont différentes de celles qui sont générées par la musique. Ce ne sont pas les mêmes circuits qui sont modifiés par une activité de danse et celles qui sont modifiées par une activité de musique. Et en particulier, on va nous montrer que ce sont des faisceaux descendants qui sont plus modifiés par la danse. L'activité de danse a fait aussi beaucoup d'émules dans le domaine de la gérontologie et de la gériatrie. Bon, ça dépasse notre intérêt d'aujourd'hui, mais sachez qu'on montre de plus en plus que le cerveau des sujets vieillissants se modifie de façon positive, enfin en tout cas sous l'effet de la danse. Et que l'aspect rythmique et l'aspect moteur de cette association entre mouvement et musique est capital. Ici, on nous montre un travail qui a comparé les modifications cérébrales, en fait, qui a montré une moindre dégradation de l'épaisseur cérébrale au cours de l'âge chez des personnes âgées à qui on faisait faire une activité physique en rythme musical, par rapport à des personnes à qui on faisait faire seulement l'activité physique. Et là, on a peut-être une piste par rapport à une grande question qu'abordera tout à l'heure notre ami Jonathan Bolduc, c'est celle de l'opposition dans les écoles entre l'activité de gymnastique, par exemple, et d'éducation physique, et l'activité musicale. Il semble que les deux soient efficaces sur beaucoup de choses, et en particulier sur les aspects cognitifs et les apprentissages, mais que la musique associée à l'activité physique ait plus d'effet sur le cerveau que l'activité physique seule. Et donc, le message, c'est que finalement, faire de la danse, ça pourrait être un bon compromis par rapport à ces deux types d'activités, qui permettrait de ne pas éliminer la musique au profit de l'éducation physique, mais de ne pas éliminer non plus l'exercice physique au profit de la musique. Et finalement, il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là. C'est juste un article qui parlait de la neuroscience de la danse. Je vous cite ici un article qui a montré l'effet sur ce qu'a dit Daniele tout à l'heure, tout particulier sur la cognition sociale d'activités de danse et de certaines activités de danse. En particulier, c'est valable pour la capoeira,
Mais ce n'est pas valable pour une danse isolée. Je pense qu'il faisait là de la breakdance. Voilà. Donc, on va mesurer à la suite de plusieurs séances d'apprentissage de la capoeira et de la breakdance les capacités d'empathie des enfants et des sujets. Et on s'aperçoit que la capoeira, qui nécessite une interaction dans les mouvements de danse entre les individus, est beaucoup plus efficace sur la cognition sociale, sur les capacités d'empathie, qu'une danse faite isolément comme la breakdance. Et donc, on a montré qu'au niveau du cerveau, ça correspondait à l'activité de certaines zones qu'on appelle la zone de mentalisation et du système miroir. Et donc, en résumé, chez le musicien, les faisceaux de substances blanches connectant les zones sensorielles et motrices sont jusqu'à 1,5 fois plus développés que sur un cerveau standard. Le faisceau arqué qui unit les zones temporopariétales au cortex frontal inférieur apparaît d'après les travaux les plus récents comme la cible principale de cet effet sculptant de la musique sur le cerveau. Au-delà, c'est toute l'organisation de la connectivité qui semble s'être développée différemment chez le musicien. Et ces particularités semblent liées à l'effet de l'exercice répété intensif et simultané de l'association entre stimulus visuel, auditif et réponse motrice. La pratique de la danse, en particulier la pratique de groupe, ou même interindividuelle, à deux, c'est suffisant, aurait des effets positifs sur les fonctions cognitives, en utilisant des circuits impliqués dans la mentalisation et le système des neurones miroirs. Alors je vais juste vous montrer pour terminer, ça c'est le système des phonons. Un des types d'exercices qui ont été proposés, que nous faisons dans notre classe expérimentale au Sacré-Cœur, il s'agit d'avoir un leader et un follower. Deux enfants sont face à face, l'un recule, l'autre avance. Ils se tiennent par la main, ils se touchent par les mains. Celui qui recule est le leader, et celui qui avance doit le suivre. Okay. Tout ça en rythme. Et tout laisse à penser que ce type d'exercice serait ce qu'il y a de plus efficace pour entraîner des modifications au niveau des connexions à l'intérieur du cerveau, qui auraient trait à la fois à l'aspect moteur et à l'aspect sensoriel, en l'occurrence la musique. Donc les deux messages que je voulais essayer de faire passer, et qui vont être applicables, on va le voir, dans les exercices qu'on verra cet après-midi, c'est d'une part toujours associer du visuel avec l'auditif. Ça, c'est vraiment la base le principe de base de la méthode Mélodis. Et, si possible, à rajouter une activité de danse à deux ou en groupe, parce qu'elle va avoir, au-delà des effets simples sur la cognition, des effets sur la cognition sociale, sur les interactions sociales, qui sont un des objectifs non cachés, je dirais, des travaux que nous menons dans le cadre de ce projet Erasmus. Je vous remercie pour votre attention.